Salut Dorian. Bonjour Patrick. Donc, quand tu as vu ma story il y a pas longtemps où je disais que je voulais faire un peu des séances de thérapie un peu publiques comme ça, et tu as répondu favorablement. Du coup, je te remercie. Merci pour ta confiance. On a discuté un peu 5 minutes là avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette séance de travail un peu par rapport à toi, par rapport à tes problématiques et celles que moi je travaille du coup, qui sont le problème d'estime, de confiance, de vie amoureuse, les insécurités, les choses comme ça. Quelle est euh, la concrétisation? Comment tu as réalisé que tu avais des choses à travailler par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'amène en gros? Alors en fait, j'ai été marié pendant quelques années là. On était ensemble depuis 6-7 ans et on s'est séparés au mois d'août. Et suite à ça, je supportais la séparation, il n'y avait aucun problème. Et puis quand elle a commencé à s'éloigner complètement après avoir remis le couvert quelques fois, je me suis senti évincé de cette vie, de sa vie, pardon. Ok. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse violentes, Oh, ok. euh, dont une très très violente, la toute première, où j'ai eu la chance d'avoir de la lucidité parce que mes idées noires étaient très noires au point de savoir quoi utiliser pour passer à l'acte si j'en avais l'envie. Ok. Ah ouais, Euh, t'as déjà été et loin dans le process. ouais, cette lucidité m'a fait vriller dans le bon sens et à la fois quand j'en ai parlé, on m'a dit ah oui, t'es parti loin quand même au point de me dire non mais si je me pends dans le garage, faut que je range mon garage avant. Enfin, Ok. mon cerveau est parti dans tous les sens. Moi le premier j'en rigole donc enfin Mhm. maintenant j'en rigole. Il y a Oui. un mois quand ça a commencé, j'étais dans le mal. Euh, et puis j'ai commencé donc à me poser des questions. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi à chaque fois que je me fais larguer, entre guillemets, Mhm. je me sens pas bien, j'ai l'impression que même si je suis pas quelqu'un de facile et de tout rose tout le temps, je suis quelqu'un qui m'adapte, qui fait beaucoup de concessions et c'est moi qui trinque à chaque fois à la fin Mhm. du couple. Ouais. Au point de qu'est-ce que j'ai encore fait? Enfin, de me remettre en question encore une fois, mais Mhm. de pas toujours comprendre. Et puis cette fois-ci, grâce, grâce à Insta et compagnie, en fait, chose que je n'avais pas forcément les années d'avant, Mhm. enfin les années d'avant, il y a longtemps, en scrollant, j'ai commencé à regarder des vidéos sur le psychologique. Mhm. Tu m'excuseras, peut-être, j'utilise peut-être pas les bons mots, mais donc tout ce qui peut toucher à la psychologie. Mhm. Et puis, donc je suis tombé sur ta vidéo, enfin sur une de tes vidéos, pardon. Mhm. Donc, comme je te disais, j'ai regardé beaucoup de vidéos au départ, donc je me suis pas abonné tout de suite à toi. Mhm. Et puis j'ai continué à en regarder d'autres et en tombant sur le profil d'une personne qui parlait de attachement évitant, attachement anxieux, ça m'a parlé. Et j'ai eu l'impression de voir dans ce qu'elle expliquait et mon ex-femme et moi. Mhm. Mais exactement trait pour trait dans mon ex-femme l'évitante et moi l'anxieux. Et puis j'ai commencé à avoir plein d'autres vidéos, était revenu dans mon fil d'actu et j'ai Mhm. commencé à m'abonner à toi, à regarder et compagnie. Et quand tu as proposé alors excuse-moi, je parle peut-être beaucoup, quand t'as proposé de faire cette réunion, cette discussion, pardon, Mhm. je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer? Je vois un psy en dehors Ouais. depuis quelques temps parce que je fais une TCC pour les troubles alimentaires et autres. Ok. Je suis diabétique et je me lance peut-être la première dans le frigo quand je me tape une hyperphagie. Enfin, donc j'ai des petites bricoles un peu comme tout le monde, mais donc du coup j'ai accepté de me faire soigner. Et je suis toujours dans la même démarche, peut-être avec toi si
Mhm. Si le courant passe bien et si tu juges que je puisse être sauvable, mais Sauvable. Quel terme sauvable. horrible. Ben voilà, c'est ce que je disais. Je ne connais pas tous les termes, donc je ne Non, pourrais non, mais c'est pas. ok. Moi, je connaîtrais pas les termes de ton boulot non plus, t'inquiète pas. Euh, Enfin, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas? Si toi, ça peut t'aider, Ouais. parce que je suis quand même un sacré cas d'école, je suis quelqu'un qui aime bien aider les gens, et à la fois, si je peux m'aider, bah, ça ne sera que mieux, quoi. C'est ça. C'est pas le terme sauvable qui me choque, c'est Aidable. l'énergie qui va avec. C'est quoi, pardon? L'énergie qui va avec. Ouais. Cette posture que je dois être sauvé, enfin, je dois être sauvé, qu'il y a quelque chose qui doit être sauvé en moi, tu vois. Je suis un sacré cas. Moi, c'est plutôt l'émotion qui vient avec qui m'interpelle plutôt que les mots à proprement parler, tu vois. Hmm. Ça montre quand même des gros, une grosse mésestime de toi, on va dire. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, quoi, tu vois. La manière dont tu vas en parler, je vais pas dire que c'est pas important, mais ça va quand même toujours parler un peu de ça, tu vois. Comme on disait, si moi je suis habillé en rouge aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de m'habiller en rouge. Si toi, tu as une mésestime de toi, c'est aussi une conséquence du passé, et que du coup, cette conséquence va se projeter un peu partout dans tes relations et tout, quoi, tu vois. Donc j'imagine que comme tu as dit, à chaque fois que je me fais larguer, je me sens pas bien, et etc., etc. Ça veut dire que ça arrivé plusieurs fois. Alors, de se Oui. faire larguer plusieurs fois, je pense que ça arrive à tout le monde, hein. C'est complètement OK, c'est pas un trauma de se faire larguer, évidemment. Toute rupture ne nécessite pas une thérapie non plus, soyons clairs, hein. Je veux pas faire de la pub ou quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est surtout de voir que à chaque fois, ça te met super mal, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Depuis très longtemps. Ouais. Et ça, c'est pas normal. Et c'est ça vraiment le but de mon travail, de mon accompagnement, c'est vraiment de ramener un peu, enfin pas un peu complètement, de ramener suffisamment d'estime de soi, de confiance et de retrouver une espèce de souveraineté émotionnelle qui fait que bah c'est pas l'extérieur qui va définir comment je me sens en fait. Que ce soit les critiques d'autres personnes, que ce soit mon statut en couple, marié, divorcé, séparé, solo, célibataire, veuf, peu importe. C'est pas un statut qui va définir comment je me sens. Et c'est pas non plus une séparation qui va me faire dire que ah, là maintenant je vaux moins bien que quand j'avais une meuf à côté de moi, quoi, tu vois. Hmm. Et moi, c'est ça qui m'intéresse de travailler. Du coup, c'est ça que je vois quand toi tu dis est-ce qu'il y a quelque chose de sauvable en moi et puis est-ce que je suis un sacré cas. Moi, c'est surtout cette énergie-là de presque de victimisation en quelque sorte, de te voir mal, de te voir pas bien parce que tout simplement, t'as jamais appris la valeur que tu as et l'estime que tu peux avoir de toi. Dans tes séparations, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu te sens pas bien? Qu'est-ce qui fait que il y a une certaine douleur en quelque sorte. Je conçois que ça puisse faire mal une séparation, j'en ai vécu aussi et c'est OK. Mais chez toi, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur une douleur, on est carrément sur une souffrance, quoi. Ouais. Ouais, ouais, je pense. Tu comprends la différence entre douleur et souffrance? Oui, puisque j'ai eu une ou deux séparations où, effectivement, j'étais euh, pas violent. C'est bon, bah écoute, ouais, ok, c'est fini, tant pis, je m'en remettrai. Mhm. Et j'ai eu quelques compagnes où, mais ça a été mais violent au point. Avant, je m'enfermais chez moi, je voulais plus voir personne, j'avais mal. Enfin, j'avais la poitrine qui pouvait avoir envie d'exploser tellement j'avais mal. Enfin, Mhm. euh, Ouais. je sais pas comment Et l'expliquer correctement. en quoi c'est la séparation qui générait cette douleur-là? Qu'est-ce qui te venait en tête dans ces moments-là? Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que je commence à regarder un peu tout ça pour essayer de comprendre pas mal de choses. Mhm. Je pense que après avoir commencé à cogiter, je pense avoir compris que j'avais une peur de l'abandon, que
et que j'avais peur de me retrouver tout seul après une séparation. Mhm. Tu vois, en parlant là, en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais putain, je me rends compte que quand je suis célibataire, si je me déplace un dimanche et que je suis tout seul en voiture, je me dis, putain, les gens, ils sont peut-être en couple. Moi, je suis tout seul comme un con dans ma voiture pour rentrer chez moi. Enfin, Mhm. c'est, j'ai des trucs qui me passent par la tête, Ouais. peut-être pas idiot, mais Je des dirais fois pas où ça. idiot, je dirais surtout que c'est des trucs que tu as appris, quoi. Hmm. Et là, à l'heure actuelle, j'ai peur qu'elle parte, même si on vit toujours ensemble, on vit toujours Mhm. dans la même maison. Ni elle ni moi avons l'envie réellement de quitter cette maison. On est très bien tous les deux dedans, on s'entend très bien. Mhm. Mais comme je te disais, il faut pas que je rentre dans son intimité, ce qui est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il faut pas que je lui pose bah, comment ça va, est-ce que ça s'est bien passé ta soirée. Je suis quelqu'un de très protecteur. J'ai peur qu'il lui arrive n'importe quel euh, Aussi, c'est un symptôme. problème, je vais dire, pour pas, pour rester Mhm. poli. Ouais. Euh, Mais tout ce que tu as mentionné là, c'est tous des symptômes qui montrent ce manque d'estime et de valeur que tu as, en fait. J'ai de peur. moi. Ouais, Oh là là, j'ai t'imagines peur. même pas tous les autres symptômes alors. Si, j'imagine, parce que bah encore une fois, c'est mon travail, donc je les connais, quoi. Mais après, ils peuvent se déployer de différentes manières. Mais Ouais, le fait de vouloir prendre soin de l'autre, le fait d'avoir peur qu'elle parte, le fait de te dire, de te comparer aux autres aussi, en te voyant, évidemment. La comparaison, c'est pas drôle si on se voit plus haut que les autres, entre guillemets. Donc, en faisant la comparaison, en disant, ah, mais moi, je suis tout seul, alors qu'ils sont à deux, ils sont amoureux, etc. Enfin, tout ça, c'est des symptômes d'une insécurité, en fait. Des symptômes qui montrent que, waouh, mais en fait, si je deviens tout seul, il va se passer quoi de ma vie? Un truc du ouais, style, ouais, la vie ça. vaut pas la peine d'être vécue si je suis tout seul, quoi, tu vois. C'est un peu ce que je me dis. Qu'est-ce qui va se passer si elle s'en va, si on quitte cette maison? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça. Parce que à ce Euh, moment-là, ça veut dire que dans l'affaire, l'affaire étant ta vie, bah, il y aura plus que toi, en fait. Il y aura pas quelqu'un pour, euh, pas forcément prendre les décisions, même si ça pourrait aussi être ça, mais surtout quelqu'un à satisfaire au travers de tes décisions. Il y aura plus mm, personne, il y aura plus que moi. Mais du coup, je veux quoi? C'est quoi mes ambitions? C'est quoi mes besoins? C'est quoi mes envies? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pas? Mais j'en sais rien en fait, parce qu'on m'a jamais appris à me poser la question de qui je suis et qu'est-ce que je veux en fait. c'est ça. J'ai cru comprendre qu'il faut apprendre à vivre seul, Mhm. enfin être seul. J'ai vécu 7 ans tout seul entre mon ex d'avant et mon ex-femme parce que bah, je ne voulais plus souffrir. Donc bah, j'ai été 7 ans tout seul à choisir si j'avais envie ou pas d'avoir une relation avec quelqu'un, si j'avais ou pas envie d'un plan rapide. Mhm. Euh, mais je voulais plus personne. Et Mhm. puis, elle est arrivée et j'ai fini par craquer. Je ne sais pas pourquoi elle, mais, Parce que vous mais étiez du des coup, bons bah, je miroirs l'un pour remords. l'autre. Comment? Vous étiez des bons miroirs l'un pour l'autre. C'est possible, ouais. Ouais. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Enfin, Elle a su toucher aux bons endroits et du coup, tu t'es senti en connexion. ouais, c'est ça, ouais. C'est Je me ça, les suis gens. senti aimé, je me suis senti en confiance, j'ai senti que je plaisais. En plus, c'est une belle nana, donc j'étais fier. Enfin, je sais pas si c'est le mot fier, mais j'étais ouais, j'étais comblé, j'étais bien. Et puis, Ok, ça a alors vite attends, j'aimerais déchiré. juste faire un petit truc là maintenant. Dis-moi. Reprendre les mots que tu as utilisés. Je me suis senti aimé. Est-ce que toi, tu Mhm. t'aimes? Je me suis senti fier. Je me suis senti désiré. Qu'est-ce que tu as dit d'autre encore? Je ne me rappelle plus. Euh, Euh, Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Je sais tout ce plus. qu'elle t'a fait, tout ce qu'elle t'a amené, c'était Comblé. comblé, voilà, exactement. Est-ce que toi, tout seul, tu te combles? Est-ce que toi, tout seul, tu t'aimes? Est-ce que toi, tout seul, tu es fier de toi? Alors, je ne pense pas m'aimer, Voilà. C'est exactement ça, c'est dans le toutes les choses sens qu'elle t'a où amenées, c'est des choses qui te manquent en fait, et c'est pour ça que ça t'a touché.
la personne que je suis devenue en vieillissant, en maturité, en réflexion et Mhm. compagnie. J'aime cette personne que je suis devenue. Mhm. Je n'ai j'ai aucun amour pour une partie de mon corps parce que j'ai un ventre. j'ai- je me tape du bide avec mes problèmes de santé. J'ai plein de problèmes de santé. Je me tape un bide qui me fait complexer violemment. Mhm. Comme je t'avais expliqué, j'ai eu une autre opération qui m'a fait me sentir encore plus diminué. Mhm. Donc au niveau estime physique de moi, zéro. Mhm. Alors que j'ai pas de gras nulle part, tout est bien, c'est juste mon ventre et l'opération qui me Mhm. déstabilise complètement. Au niveau personnalité, j'aime beaucoup la personne que je suis devenue. Je suis toujours le même pitre, le même, comment on dit, bienveillant. Mhm. Je suis quelqu'un qui aime son prochain, j'ai toujours envie d'aider les autres. Je te connais pas, t'as besoin d'un coup de main, je suis à côté, je vais t'aider. Enfin, tu vois, Mhm. je ne sais pas être seul, je pense. Et j'ai toujours, alors, d'après mon ex-femme, elle pense que j'ai toujours besoin de reconnaissance. Ouais. C'est assez classique, ça va bien dans le style, comme on dit, ça va bien dans le schéma. Cette idée Ouais. de toujours aider l'autre aussi. Euh, Et Qu'est-ce, j'ai fait à l'heure où on enregistre là, j'ai publié une vidéo il y a 2, 3 jours, je crois, où je dis, essaye de faire la liste de tout ce que tu cherches à donner dans une relation. En l'occurrence, prendre soin de l'autre, rendre service, protéger, etc. Et de voir après, dans un deuxième temps, à quel point c'est en fait surtout ce que je veux recevoir. Hmm, Parce qu'il y a un truc, en fait, où c'est un peu comme les langages de l'amour. Les langages de l'amour, c'est un concept qui est très connu, tu connais, j'imagine. ça dépend, je sais pas, dis-moi. Les 5 manières d'exprimer notre amour aux gens qu'on aime. Les paroles valorisantes, le contact physique, le temps de qualité, les cadeaux ou les petites attentions. D'accord. Et en fait, il y a je sais pas s'il est thérapeute ou psy ou quoi, mais j'ai vu sur Insta un Espagnol qui disait qu'en fait, les langages de l'amour, c'est surtout notre blessure principale, en fait. Parce qu'on sait à quel point on a manqué d'un truc, on sait ce que ça fait, et du coup, on veut pas que les autres ressentent ça. Du coup, on va leur donner ce que nous, on a manqué. Typiquement, il y a un D'accord. truc qui est très fréquent pour notre génération, enfin pour ma génération en tout cas, j'ai 43 ans, non, On est 42 dans ans les dans mêmes, on quelques est jours. dans les mêmes générations. Ouais. Il y a un truc qui est très fréquent, c'est qu'on n'a pas entendu je t'aime. Nos parents nous disaient pas des trucs comme je t'aime, j'ai Non. confiance en toi, je suis fier de toi, etc. Hmm. Mais par contre, alors quand nous on a des enfants, on le dit à tout bout de champ. Ça, c'est un élément qui est très classique. C'est justement, bah, c'est parce que tu sais à quel point tu as souffert de ne pas avoir ça que maintenant c'est ton cheval de bataille. Tu ne veux pas que des gens que tu aimes manquent de ça. Donc tu leur dis des paroles valorisantes, des je t'aime, des je suis fier de toi, des trucs comme ça. Et dans C'est les ce que je fais. actions, ça c'est un peu pareil justement. C'est genre, j'aimerais bien qu'on m'aide, alors je vais aider les autres. J'aimerais bien qu'on prenne soin de moi, alors je prends soin des autres. J'aimerais bien qu'on me Et, protège, alors je prends soin des autres. J'aimerais bien qu'on et me à côté de ça, valorise, je fais alors je pas, valorise les pardon, autres, excuse-moi. etc. Ouais. Et à côté de ça, je fais pas les choses pour avoir un retour de quelqu'un. Pas Tu vois, je consciemment. fais les choses spontanément. Ah, peut-être. En tout cas, je fais les choses spontanées et avec envie, et jamais je me dis, bah pourquoi la personne ne le fait pas. Mhm. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on a deux systèmes en nous. Le système conscient, ce que je sais, ce que j'ai envie, ce que je veux, ce que je- j'essaye d'obtenir, etc. Et un système inconscient. Et en l'occurrence, pour grandir, pour évoluer, pour prendre conscience de soi, le travail, c'est de faire passer des choses de l'inconscient au conscient. Typiquement, on dit quand tu es obnubilé par quelqu'un, quand tu trouves que quelqu'un il a une qualité particulière, que quelqu'un te touche particulièrement, c'est en réalité un miroir pour te dire, voilà, en fait, c'est toi qui as ça aussi, mais tu peux pas le voir chez toi, donc on te le projette sur quelqu'un d'autre. Et Hmm. c'est exactement ça que fait l'inconscient, en fait. Donc, en fait, tu vas trouver des gens qui ont besoin ou pas d'être aidés, prenons cet exemple-là, et du coup, toi, tu vas les aider. T'as pas consciemment l'intention qu'ils t'aident en retour,
Mais en réalité, ton inconscient, c'est ce qu'il te dit. C'est, ah, regarde, tu as besoin d'être aidé, alors je vais te montrer des gens qui ont besoin d'être aidés. Et en fait, D'accord. c'est ça qui fait que, bah, inconsciemment, c'est un peu comme ça que tu fais, en fait. C'est un peu comme ça qu'on fait quand on... C'est comme je disais avec les langages de l'amour. Si moi, j'ai manqué d'un truc, je sais à quel point c'est souffrant de manquer de ça. Donc, je vais le donner à l'autre pour lui montrer que je ne veux pas qu'elle souffre de ce manque que moi j'ai eu. Hmm. Et en principe, tout ce qu'on fait dans la relation, en tout cas à un certain niveau de conscience de soi, de l'amour, de la relation, etc., de l'estime, tout ce qu'on fait à un certain niveau de conscience, c'est dans l'espoir un peu inconscient qu'on nous rende l'appareil. Mais après, ça se joue entre justement le conscient, l'inconscient. Donc, si t'as pas conscience que tu veux ça, c'est pas étonnant, j'ai envie de dire. Tu vois. Ça s'apprend? Pardon? Est-ce que ça s'apprend? Bien sûr que ça s'apprend. C'est justement, c'est de voir c'est justement la thérapie, l'accompagnement que je propose. C'est d'aller voir un peu, ok, qu'est-ce que j'ai reçu comme croyance, comme cadre affectif, comme univers affectif, pour me laisser entendre quelle estime j'ai de moi, quelle valeur j'ai, quel niveau de confiance je peux avoir en moi, etc. Et à ce moment-là, bah, ça montre que, wow, en fait, il y a pas mal de lacunes chez la plupart des gens. Et chez moi aussi, hein, je me mets pas au-dessus du lot, j'ai aussi des lacunes, peut-être plus à ce niveau-là, peut-être plus de la même intensité, parce que ça fait quand même 13 ans maintenant que moi je travaille sur moi. Mais j'entends, j'aide les gens à s'améliorer, ça veut pas dire que moi je suis arrivé, hein, c'est pas ça le sujet, hein. Mais il y a vraiment cette notion que bah, va prendre conscience de tous les trous qu'il y a dans ta raquette et tu te rendras compte à quel point bah, c'est normal que tu sois nul au tennis, en fait. Hmm. C'est normal que tu trouves que le tennis, ça fait mal, parce que chaque fois quand on voit une balle, tu essaies de la renvoyer, bah non, ça marche pas, puis il y a point pour l'autre. Du coup, tu te prends des casquettes sur casquettes à chaque match, puis bah, si tu mets un peu de conscience là-dessus, que tu retournes, au lieu de dire, oh, les autres, ils sont trop forts, les autres, ils font bien, les autres, ils sont mieux, les autres, ils sont plus beaux, etc., bah, tu retournes un peu le regard, puis tu dis, ah ouais, attends, moi, mes chaussures, elles sont pas lacées, elles sont trouées, ma raquette, elle a pas de cordage, et puis le manche, il est scotché parce qu'il est fendu à un endroit, quoi. C'est peut-être normal que j'ai pas des bons résultats, vu que j'ai pas les bons outils, quoi. Et en l'occurrence, par rapport à la vie amoureuse fait partie de la vie affective. Euh, la vie affective, c'est toutes les relations qui génèrent de l'affect. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être les enfants, les parents, les collègues, les voisins, peu importe. Toutes les interactions sociales qu'on a, même avec les animaux d'une certaine manière, génèrent de l'affect. Ça, c'est la vie affective. La vie amoureuse est une partie de la vie affective. Et pourquoi moi je fais une accroche sur la vie amoureuse, c'est parce que tout le monde se rend compte à quel point la vie amoureuse est compliquée. Mais l'idée, c'est de prendre conscience que si ces schémas-là se voient surtout dans la vie amoureuse, c'est parce que c'est un réflexe émotionnel, en fait. C'est parce que là où on a acquis ces blessures-là, ces manques-là, en l'occurrence, d'estime, de confiance en soi, etc., c'est justement dans la famille. Parce qu'on nous a jamais dit, je t'aime, j'ai confiance en toi, je suis fier de toi, tu vas y arriver, etc. On n'a jamais dit ces choses-là, ou alors on a grandi avec des parents qui étaient absents, qui nous ont laissé entendre que l'amour était difficile d'accès, que je devais faire monts et merveilles pour obtenir un peu d'attention, etc. Et du coup, notre schéma, notre système inconscient a été façonné par cette indisponibilité, ce manque de valeur, ce manque d'importance, etc. Et à partir de là, bah, c'est avec ces outils qu'on va dans notre vie amoureuse. Et pourquoi ça ressort plus dans la vie amoureuse que dans la vie amicale, même si certains peuvent aussi se rendre compte dans la vie amicale, hein. Dans tous Hmm. les groupes d'amis, il y en a un qui a l'impression que c'est jamais lui qu'on écoute. Dans tous les groupes d'amis, il y en a un qui a l'impression que c'est jamais à lui qu'on répond. Et dans la plupart des groupes d'amis, il y en a un qui dirige le truc, mais sans même s'en rendre compte. Si lui propose un truc, ça va se faire. Si quelqu'un propose un truc et que lui dit non, ça va pas se faire. On a Ouais. tous des rôles comme ça. On peut parfois s'en rendre compte dans la vie amicale ou pas. Mais dans la vie amoureuse, on s'en rend forcément compte. Non pas parce que la vie amoureuse est dure, mais parce que la vie amoureuse, c'est la seule interaction qui amène un niveau d'intimité similaire, pas dire que c'est le même, mais qui ressemble en termes de densité, en termes de profondeur, qui ressemble à la vie de famille. Et donc, les réflexes émotionnels ressortent. Mon insécurité qu'on m'a fait sentir dans ma famille, bah, elle ressort dans ma vie amoureuse. L'impression que je dois toujours acheter ma place, bah, elle ressort dans ma vie amoureuse. L'impression que je dois tout contrôler parce que comme ça, je sais comment ça va se passer puis que j'ai pas à être pris à défaut, elle va ressortir dans la vie amoureuse.
Ouais, je vois l'idée. Tu vois? Mm. Donc, tu me disais avant, avant qu'on lance l'enregistrement, tu me disais que ouais, ça m'a réveillé pas mal de trucs. Ouais, la vie amoureuse, elle ne crée pas des blessures. Elle met à jour des blessures qu'on a déjà. Ouais, c'est ça. Tu vois? Mm. Tu parlais de, enfin, on se façonne de par notre enfance et autres. Euh, c'est ce que j'ai entendu dire de la peur de l'abandon, que ça pourrait venir de l'enfance. Mhm. Bon, j'ai eu des parents pas toujours très disponibles, effectivement. Mhm. Mhm. Euh, un papa partant la semaine, qui revenait le week-end, et assez autoritaire. Une maman qui partait le matin de bonne heure et qui rentrait tard le soir. Mhm. Une sœur qui s'occupait beaucoup de nous au final. Mhm. Je suis plus proche de ma sœur que de ma mère, par exemple. Mhm. Ok. Mon père, on tient l'un à l'autre, mais si on s'écrit pas pendant 3 4 mois, on s'en rend pas malade. On est comme ça. Mhm. On Mhm. a toujours été comme ça, on est comme ça. Mais, euh, mais on a eu des parents aimants quand même si effectivement ils nous disaient pas on t'aime. Enfin, Bien ils sûr. nous disaient, enfin, Ils nous, ont, ils ont montré l'amour à leur façon. c'est ça. Et à la façon qu'eux, ils l'ont aussi sans doute appris. Bien sûr. Exactement. Euh, Je pense que j'ai un papa qui a des traumas dus à la guerre, à tout ça. Enfin, il a vécu la guerre d'Algérie. Il a été dans l'armée, il a été faire la guerre au Tchad. Enfin, je pense que lui, il a connu donc la guerre. Il était enfant. Mhm. Je pense qu'il a aussi d'autres traumas que nous, on a peut-être récupérés aussi. Enfin, Mhm. ma maman avait des parents encore plus distants que les nôtres, Mhm. pas que les miens. Donc, tu vois, je pense que je sais pas s'il y a pas encore une autre question plus transgénérationnelle, mais Mhm. je pense que plus je suis dans la réflexion, plus je finis par me poser plein de questions de ce qui s'est passé. Mhm. Et moi dans ma jeunesse, et dans la jeunesse où de mes parents ou autres. Mhm. Bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est que quand moi j'étais à l'école, on nous a pas appris l'informatique parce que ça n'existait pas. Non, avec une pauvre tortue. C'est ça. Et du coup, on nous apprend les codes de l'époque dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais, tout à fait. On nous apprend pas les codes de dans 20 ans parce qu'on ne sait pas ce que ce sera dans 20 ans. Mm, mm, Et en termes d'humanité, si tu regardes les objectifs de l'humanité jusque dans les années 50, c'était clairement la survie, tu vois. Je te passe le 18e, 19e siècle, mais début du 20e, c'était 14-18, la grippe espagnole en 20, le crash boursier de 29, la Deuxième Guerre mondiale en 39-45. Quand mm. tu arrives en 1950, t'es déjà content, t'as un pins, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Après, à partir des années 50, 60, 70, là, on est arrivé sur avoir de l'électroménager, une maison, des vacances, une voiture, une femme, Consommation. un job, etc. Voilà, la consommation. Et depuis 80, on est gentiment sur être. Fitness, work-life balance. On commence justement à s'intéresser au potentiel, au TDAH, aux hypersensibles, à la conscience de la gestion des émotions, de la gestion des traumas, les thérapies, les psychanalyses, la sexologie, tout ça, avec encore après les trucs de soins un peu plus ésotériques, hein, avec tantra, kinésiologie, etc., médiumnité, enfin, tous ces trucs-là qui montrent que là, maintenant, depuis les années 80 à peu près, on s'intéresse à être. Donc, vu que tu as dit avant que tu es à peu près de ma génération, tu as des parents qui sont nés probablement au tout début de avoir, genre dans les années 50, 60. C'est ça. Mm. Donc ils ont Entre été élevés 45. par voilà, donc ils ont été élevés par des parents qui étaient eux de l'époque survie, donc ils ont donné des codes de survie. Mm. Et tes parents, ils ont dû s'adapter parce que eux, ils ont grandi à l'époque de avoir. Et du coup, ils t'ont transmis des codes de avoir. Mais du coup, Non, le problème, c'est que maintenant de avoir, l'être. c'est plus le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est être. Mm. Et du coup, bah toi, tu te retrouves avec des schémas de avoir à l'époque du être. C'est comme si tu n'avais pas le bon maillot, en fait. Se Ouais. connaître, se comprendre, comprendre mes émotions, etc. Tu vois.
Donc l'idée, c'est pas d'en vouloir à nos parents. L'idée, c'est juste de réaliser que, ok, bah, ils n'ont pas donné ce que j'ai besoin aujourd'hui parce que c'était pas ça la priorité à leur époque, tout simplement. Je Et n'en à aurais ce jamais moment-là, voulu. de se responsabiliser et de faire un travail, de dire, ok, on m'a jamais formé par rapport à ça. On m'a pas donné de quoi construire mon estime de moi, ma valorisation, ma valeur. Ça génère des éléments comme la dépendance affective, comme les schémas anxieux évitants, comme la jalousie, comme le contrôle absolu, comme la nécessité d'acheter sa place dans la relation, comme les peurs de l'abandon, parce que du coup, vu que j'ai pas de valeur, qu'est-ce que je vais faire si je deviens tout seul? Les peurs du rejet, pour les mêmes conséquences. Qu'est-ce que je vais faire si je suis tout seul, vu que j'ai pas de valeur? À mon sens, en tout cas, dans ma lecture, toutes les problématiques de notre vie amoureuse viennent du fait que on manque d'estime de soi. Et si tu regardes toutes les problématiques que tu as pu connaître dans ta vie amoureuse, imagine que c'est un Dorian qui a beaucoup plus confiance en lui, qui a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de sécurité. Quel problème il resterait? La jalousie? Ben, il n'y en aurait plus. Bah, je suis pas jaloux déjà, c'est normal. Ouais, ouais, mais enfin, c'est un exemple commun. Mhm. J'ai pris ça. Mais j'ai peur qu'elle parte? Bah non, j'ai pas peur, j'ai super confiance en moi. J'ai peur qu'elle me rejette? Mais non, j'ai super confiance en moi. J'ai peur d'aller aborder une femme parce que peur qu'elle me dise non? Bah non, parce que j'ai super confiance en moi, donc c'est pas grave si elle dit non. Mhm. Dépendance Alors, affective? Bah non, j'ai pas besoin de l'autre pour me donner de l'amour, puisque moi j'ai tout ce qu'il me faut. ouais. Tous les problèmes de la vie amoureuse, Ouais, mais au pour sens, le peuvent coup, être tu réglés par deviens, une meilleure estime de soi. pour le coup, un truc comme ça, enfin, pour moi, je me dis que tu deviens euh, individualiste. Oui et non. C'est pas parce que j'ai un ballon de foot dans ma cave que je vais forcément devenir un footballeur. Oui. Mais au moins, j'ai pas peur d'aller retrouver mes potes pour faire du foot, parce que quand on y va, bah là, moi, je sais que je peux compter sur moi, et moi, j'ai mon ballon. C'est pas parce que tu penses à toi que t'es égoïste, quoi. Exactement. Mhm. Enfin, si, mais c'est un sujet intéressant, ça aussi. Il y a deux notions à l'égoïsme. Égoïsme, il y a un terme sociétal qui est communément admis, qui est nul. C'est moi tout seul et merde aux autres. Mhm. Si tu regardes au niveau de l'étymologie du mot égoïsme, le suffixe isme, c'est la pratique de professionnalisme, le journalisme, Mhm. l'athlétisme, etc. Ego, c'est un mot latin qui veut dire moi. Donc l'égoïsme, c'est la pratique du moi. Et ça veut dire moi d'abord et les autres ensuite. Ça veut dire que non seulement je passe en premier, parce que dans mes choix, dans ma vie, dans mes décisions, dans mes actions, si ça ne me sert pas, bah ça n'a pas de valeur puisque c'est moi qui vais devoir assumer les conséquences de tout ça. Donc il faut que ce soit fait dans mon intérêt, même si ça déplaît à tous les autres autour, mais avec un moi d'abord et les autres ensuite, les autres ils sont dans le tableau. Et ça, c'est ce que j'appelle un égoïsme sain. Alors que l'égoïsme de la société, moi tout seul et merde aux autres, non, ça c'est hors de question. Et c'est à cause de cette mauvaise appréciation du mot égoïsme que les gens veulent pas être égoïstes. Alors oui, apprenez cette nouvelle manière d'être égoïste et soyez égoïste ensuite. Mais bref, tout ça pour dire, c'est pas parce que tu peux devenir individualiste et que tu as confiance en toi et que t'as pas besoin de relations et que tu peux rester seul, c'est pas parce que tu as la capacité de le faire que tu vas le faire. Ouais, d'accord. Mais si tu as cette capacité-là, ben, ça fait que t'as plus peur d'entrer en relation. Tu vois? Avoir Oui, la capacité et faire, c'est pas pareil. ouais, je sais pas quoi répondre. Donc si tu as la capacité d'être tout seul parce que tu as une bonne estime de toi, parce que tu t'aimes, parce que tu es un mec bien, parce que ceci, parce que cela, bah t'as pas peur qu'on te rejette puisque ouais, mais je suis bien tout seul. Et ça qui est assez complexe, c'est que Mhm. je pense être un mec bien. Mhm. Je pense pas être quelqu'un qu'on rejette. Mhm. Au contraire, j'ai des proches amis, je sais que je suis pas seul. Mhm. Donc c'est pour ça que je dis que c'est complexe, c'est que
Bien Je sûr que c'est pense, complexe. mais je sais pas si c'est le cas. Mhm. Pour moi, c'est le cas. Mais pourquoi j'ai la peur de ça alors que c'est pas le cas? Allons dans le truc. Tu dis, t'as peur de l'abandon, t'as peur qu'elle parte. Mm. Ta femme, ton ex-femme, vu que vous êtes séparés maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est quoi le pire qui pourrait se passer par rapport à ça? Elle part, ok. Elle rentre ce soir, elle t'annonce, voilà, c'est bon, je déménage. Comment tu te sens? Le vivre mal, Pourquoi? d'une, parce que je veux pas la perdre. Pourquoi? Oh, putain. Euh, euh, je sais pas si c'est ce que je t'avais écrit que ce qui me fait le plus mal, c'est est-ce que je l'aime toujours et c'est pour ça que je souffre, ou est-ce que je veux juste pas être seul et que c'est pour ça que je souffre. Mais T'as pas besoin que l'autre soit là pour l'aimer? non, c'est vrai. Après, j'ai une situation où tu vas me dire que c'est des excuses et tout ça, effectivement, ce que je pourrais comprendre. Je suis en CDD, je suis pas en CDI, elle roule pas sur l'or. Pour se trouver chacun un appartement, là, je vais penser à moi. Je sais pas si je pourrais, je sais pas si je peux garder la maison seule, je sais pas où j'atterrirai. Mhm. Encore une fois, c'est de la crainte de où je vais finir, quoi. Ouais, c'est pas des insécurités, ça? Et sans doute. Ouais, si. Ouais. Je sais pas si je dois déménager, je sais pas si je peux garder la maison, je sais pas si je suis en CDD, c'est des craintes. On peut continuer à en discuter si tu veux, mais moi, ça résonne comme étant des insécurités, quoi. Donc, un manque de sécurité. Et selon moi, ça vient de l'enfance. Parce que sur le plan autant psychologique que énergétique, papa, il a un rôle spécifique et maman, elle a un rôle spécifique aussi. Si tu essaies de visualiser papa et maman à l'époque des cavernes, maman, elle est dans la grotte avec bébé et elle doit donner les éléments de subsistance. À boire, à manger, du repos, de la chaleur, etc. Papa, il fait les allers-retours à l'intérieur, à l'extérieur de la caverne entre je vais chasser et je reviens donner à manger. Je vais chasser et je reviens donner à manger. Et en fait, à travers cette action, il implicite, il montre malgré lui quelque part à l'enfant que, regarde, je peux disparaître et revenir, c'est sécure. Je suis en sécurité quand je sors. Et donc, je peux revenir. Et je vais t'apporter cette sécurité. Je vais te montrer comment on fait. Je vais t'apprendre ça. En gros, c'est ça le schéma. Donc, quand maman, elle tient pas son rôle sur le plan psychologique ou énergétique, l'enfant, il va se développer avec des peurs du manque. Comment ça va se manifester dans notre vie? Ça va être essentiellement des gens qui vont faire des courses et puis qui achètent 12 kilos de pâtes à la fois, ou 25 kilos de riz, ou du PQ pour 6 mois, ou 43 kilos de sauce tomate en conserve, ou des choses comme ça. Des gens Ouais, qui qui vont font faire des des cours. collections. Parce que bah, j'ai peur de manquer, alors quand j'ai accès, je prends à fond, tu vois. C'est ce Comme il y que a je eu par fais. exemple pendant le Covid, tout le monde va dévaliser le PQ parce qu'on ne sait pas quand les magasins vont ouvrir, quoi. Ah oui. Tu vois, c'est exactement ça. J'ai peur de manquer, donc je fais une collection en amont. Ça Alors peut moi, aussi j'ai se pas peur de manifester manquer, avec... mais je remplis tout le tour. Ouais, comme je disais, il y a des choses qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. C'est surtout dans les comportements qu'on se rend compte des choses qui sont inconscientes. Ça peut être aussi par rapport aux habits. Il y a des gens qui ont 45 pantalons, 23 t-shirts, 32 paires de chaussures, des choses comme ça, tu vois. Ça peut aussi manifester une peur du manque. Une peur de oui, mais si c'est rien du tout. On habite en ville, s'il y a plus, tu vas racheter, c'est tout. Tu vois.
Et quand c'est papa qui tient pas son rang sur le plan énergétique ou psychologique, bah là, on arrive sur des problèmes de sécurité ou d'insécurité. Je sais pas ce que je vaux, je sais pas si je suis capable, j'ai pas vraiment confiance en moi, en mes décisions, en mes jugements, je suis pas vraiment capable de prendre une décision ou de l'affirmer clairement, etc. Tu vois? Et quand on a les deux côtés, du coup, Et bingo. Quand t'as les deux côtés, bingo, t'es en Full HD 4K et tu galères de tous les côtés. c'est exactement ça. Ouais. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas déconnant. Enfin, c'est déconnant, oui, ça crée un système qui est déconnant et qui n'aide pas à être heureux dans sa vie. Parce que du coup, on est en insécurité d'un côté et puis en peur du manque de l'autre. Donc, t'es un peu pris en tenaille entre la galère et la misère. Mais ça montre aussi que bah, s'il y a de la prise de conscience, ça montre qu'il y a du travail, qu'il y a une volonté d'améliorer ça, une volonté de corriger tout ça, parce que c'est toutes des choses qui se corrigent. Il y a trois personnes qui sont capables de créer la sécurité, de modeler le système affectif de Dorian. C'est papa, maman et Et de Dorian. rien. Donc si papa et maman ils l'ont pas fait, Dorian il peut le faire. Il contacte un thérapeute dont c'est la spécialisation. Coucou. Et il dit, voilà, je veux faire ça, viens, on fait ça, machin et tout. Je te présente le programme et on envisage la situation après. Mais c'est pas parce que ça n'a pas été fait ou mal fait ou pas comme il faut ou pas assez par papa et maman que, un, il faut leur en vouloir. Pas du tout. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. S'ils avaient pu faire plus, ils l'auraient fait. Et deux, c'est pas parce qu'on t'a donné un truc bancal que tu dois rester sur un tabouret à qu'un pied, quoi. T'as le Ouais, droit c'est d'aller te chercher un tabouret qui te convient, quoi. Retrouver de la stabilité et redevenir souverain dans ta gestion des émotions, en fait. Que l'autre te parte, ah, ok, l'autre elle part, c'est pas un abandon. Tu connais l'étymologie du mot abandonner? non. C'est trois Mais je mots. suis très, très. Je suis pas mauvais dans la langue française, mais je suis très mauvais dans mes compréhensions des mots. C'est pour ça qu'on Dans est les là. définitions des mots. Pardon. Ok. C'est pour ça qu'on est là pour en discuter. Abandonner, ça veut dire donner au banc. Comme on doit publier les bans pour se marier. Donc en gros, on doit annoncer à un état civil, on doit annoncer aux institutions officielles, à la commune ou quoi, qu'on va se marier. On doit publier les bans. Abandonner, ça veut dire donner au banc, ça veut dire remettre aux autorités publiques. Remettre à la ville, remettre à la commune, remettre à l'État. Donc, si tu es un enfant, on peut te abandonner. Si tu es un adulte, le banc, il voudra pas de toi. Il va dire, eh, monsieur, c'est adulte, gérez-vous, quoi. Donc, tu peux pas être abandonné. Tu peux avoir la sensation d'être abandonné, et ça veut pas dire que tu dois trouver quelqu'un pour t'occuper de toi. Ça veut dire que tu dois devenir la personne qui s'occupe de toi, Hmm. qui va te faire à manger, qui va te donner du hobby, qui va te donner du repos, qui va te donner de l'argent, etc., etc. Quand tu as la peur de l'abandon, prends-toi en main, c'est tout. C'est juste ça qui va faire en sorte que tu n'es plus abandonné, quoi. On n'a pas rien sans rien, quoi. Ah bah, non, en effet. Ouais. Et à partir de là, on peut revoir un peu la société dans laquelle on vit, où depuis, justement, la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours une garantie pour ceci, une assurance pour cela, une protection machin, une mutuelle pour truc, et toujours quelqu'un qui paye pour nous. Donc on a fait de nous une société d'assistés, et quand on a des problèmes amoureux, bah ça se répète. C'est la faute de l'autre. Bah, c'est quand même toi qui as pris les décisions, hein, Ouais. tu vois. Comment tu te sens, Dorian? Pas trop. Pas trop. Mieux qu'il y a 3 semaines. Et on aurait parlé il y a 3 semaines. Tu m'aurais vu dans un état plus bactère. Là, je suis encore tiraillé par plein de choses. Et je sais que c'est moi qui dois travailler de toute façon. Mhm, Euh, et je fais tout pour. Et mhm, je fais tout pour. Mais comme je te disais, on m'a pas donné les clés.
Et j'essaie de les trouver par moi-même et c'est pas facile tous les jours. Mhm. Effectivement. Des gens qui essayent de faire par eux-mêmes, on voit plein les réseaux sociaux, Oh, avec plus ou moins de succès. T'as parler sûr- avec un inconnu et Mhm. T'as sûrement déjà vu ces vidéos où des gars, ils essaient de couper un arbre et puis bim, ils tombent sur la maison, par exemple. Ouais, Ou des gens qui essaient de faire une terrasse et puis au final, c'est un truc bancal à souhait, quoi. Ben, arrêtez de considérer que les professionnels, ils sont là pour piquer du fric. Les professionnels, ils sont là pour apporter de la compétence, pour faire gagner du temps, pour arriver au résultat et dans certaines situations même offrir une garantie. c'est ça. Chacun son métier, quoi. C'est ça. Seulement, justement, vu qu'il y a toujours quelqu'un qui paye pour nous, bah, on a pris l'habitude de la moindre dépense. Faut pas trop dépenser, faut pas que ça coûte. Il y a des gens, tu leur proposes d'acheter un, je sais pas moi, un logiciel, par exemple. Il y a des gens, ils vont te dire ça coûte combien? Et il y a des gens, ils vont te dire je gagne quoi avec ça? Au bout du compte, il y en a un qui va rater son opération et un qui va la réussir. Ouais, Et là, tu es dans cette situation où on te dit, OK, bah, Dorian, il a peur, il est insécure, il a eu des comportements qui manifestaient ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il veut fuir la responsabilité? voilà. Est-ce qu'il veut penser qu'il y a quelqu'un qui va devoir s'en occuper? Ou est-ce qu'il se dit, non, mais en fait, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mes émotions, c'est mes conséquences. Donc c'est peut-être à moi de corriger ça. Bah, je suis effectivement dans la catégorie insécurité, mais je sais que c'est pas les gens qui me l'apporteront. Il faut que ce soit moi qui travaille à fond là-dedans, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui fait mal en cas de rupture. C'est que la personne, au moment où elle te quitte, en l'occurrence, alors le départ de la personne, oui, bien sûr, ça fait mal, ça fait un grand chamboulement en termes du quotidien, de l'agenda, des émotions, du désir peut-être, de l'accès à la sexualité, des choses comme ça. Il y a une douleur, oui. Mais là où ça devient carrément une souffrance, c'est parce que la personne te remet, c'est comme si elle te resservait un plat de tes insécurités. Hmm. Elle m'abandonne, elle va partir, elle va être avec d'autres, je vais être toute seule, je suis pas assez, si j'étais mieux, elle serait pas partie, etc., etc. C'est ça qui fait mal le plus dans les séparations. Le départ de l'autre, oui, en partie, mais c'est surtout le fait qu'on revit. La personne nous remet sans le savoir et sans le vouloir, c'est pas inconscient. Mais elle nous remet encore une fois face à toutes nos insécurités, à nos schémas, elle nous confirme en quelque sorte ce que l'on croit déjà, en fait. Et c'est ça qui est douloureux, c'est de se dire, waouh, mais en fait, on me remet ce truc-là, quoi. On remet cette tartine de merde devant moi. Hmm. C'est ça qui crée la douleur, tu vois. Ah, fichue douleur. Oui. Hmm. Hmm. C'est OK pour toi si on s'arrête par ici, Dorian? Oui, oui, ça me va. Ok. Je te remercie beaucoup. Comme j'ai dit avant, on va continuer à discuter un peu en Ouais, off ouais, ouais. pour poser un peu la séance. Mais en gros, voilà, tu as eu pas mal d'explications déjà Hmm. et on va arrêter l'enregistrement ici. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour tes Merci à toi. interrogations. Merci à toi. À tout de Et à suite. très vite.